Clara, voilà. Tu penses que le décor est planté, Zacharia? Oui, Tu as la parole. Merci ok. beaucoup et Merci bien, bienvenue. merci bien, Issouf. Merci à la chaire de renouer avec les midis de l'ICAO. Merci de cette occasion qu'on nous donne pour pouvoir discuter avec Issouf a dit le monde entier, donc avec le monde entier sur une thématique qui est un peu la thématique sur laquelle je travaille un peu. Donc, quand il a dit 1h30, j'ai eu peur. Heureusement qu'il m'a dit que je vais parler pendant quelques temps et le reste, nous allons échanger autour de nous. Donc, le travail que je vais dérouler cet après-midi est le résultat donc, de recherches que je fais depuis un bout de temps dans le nord de Burkina Faso. Et cette partie du Burkina est une zone soumise un peu à des incursions de groupes armés et qui s'en prennent souvent à l'école. Donc, ce que je vais présenter, c'est la réaction des différents acteurs donc, face à cette violence qui est organisée contre l'école. Le travail a été fait à partir donc d'une approche de sociologie et d'anthropologie qui a consisté donc à mener des recherches, à rencontrer des acteurs sur le terrain, mais aussi à observer comment les différentes communautés s'organisent autour de ce qui s'est fait. Donc, déjà, un petit rappel. Le Burkina a connu les premières attaques sur son territoire à partir de 2015. Et en ce moment, les attaques étaient localisées et les attaques n'étaient pas fréquentes. Mais au fil des années, les attaques se sont multipliées et ce qui est encore grave, les attaques ont commencé à cibler des institutions particulières. Et parmi les institutions cibles des attaques, il y avait l'école. L'école était attaquée parce que les groupes armés qui font des incursions sur le territoire ou qui se sont établis dans certaines zones du territoire accusent l'école de vulgariser un type de savoir qu'ils n'aiment pas. Ce type de savoir, c'est le savoir scolaire d'inspiration occidentale. Et les groupes armés trouvent que ce savoir-là est haram. Le haram, c'est tout ce qui ressemble à de la saleté, ce qui est sale. Donc, le groupe armé refuse donc qu'on donne la possibilité à des acteurs de pouvoir diffuser donc ces savoirs-là. Voilà pourquoi ils s'en prennent à l'école. Et quand ils s'en prennent à l'école, ils violentent les acteurs qui y sont, à commencer donc par les enseignants. Souvent, les élèves sont des victimes collatérales et ensuite, le matériel est souvent brûlé. La conséquence de cette action contre l'institution scolaire est que de plus en plus, les gens commencent à déserter l'école. Et quand on regarde dans plusieurs régions du Burkina qui connaissent donc ces attaques terroristes, que ce soit le nord, le Sahel ou le centre, nord ou l'est, des enseignants ont été vandalisés, des écoles brûlées, des vivres emportés, du matériel didactique brûlé. Cela a fait en sorte que on a commencé donc à assister à une fermeture des écoles. Dans les régions dans lesquelles les enseignants trouvent que l'école est menacée, trouvent que leur vie est menacée, la réaction, c'est d'abord donc une réaction de fermeture de l'école. Et la fermeture avait pour objectif de protéger non seulement l'enseignant, mais aussi de protéger les enfants qui sont et qui fréquentent cette école-là. La photo qui est là, c'est une photo prise par un de mes collègues qui s'appelle Bunkungu, qui a travaillé sur le même sujet aussi dans le Sahel burkinabé. Donc, cette photo montre l'état d'une salle de classe, enfin d'un bureau d'enseignants après le passage des groupes armés terroristes. Donc, ce qu'on voit sur la photo, ce sont des documents brûlés et le reste de la classe vandalisée. Donc, ça, c'était le quotidien. Donc, enfin, c'était le sort qui était réservé aux écoles qui se trouvaient donc dans ces parties dans lesquelles
les groupes armés interviennent. Les acteurs fuient l'école pour une question de survie, parce que si vous restez, ce n'est pas simplement le matériel qui sera la victime, mais aussi les individus seront victimes. Après, je crois que les statistiques au Burkina montrent qu'il y a autour de 7 enseignants qui ont perdu la vie dans cette situation donc d'action terroriste. Au moins 7 enseignants qui ont perdu la vie. Et comme mon collègue le disait, il dit à travers les entretiens qu'il a fait, mon collègue, que dans certaines zones, on considère l'école comme étant devenue un lieu de mort, un lieu dans lequel, au lieu de côtoyer le savoir, vous côtoyez plus la mort. Donc, à partir du moment où l'école est devenue un lieu de mort, l'école est devenue un lieu qu'il faut éviter. Et ce qui est impressionnant, dans certaines localités, les parents d'élèves même pensent que la présence de l'école dans les villages constitue donc une menace pour la quiétude du village. Beaucoup, pour cela, ont appelé les enseignants à fermer les écoles et partir parce que leur présence attire donc les groupes armés dans les localités. Donc, à la fois, les acteurs directs de l'école, qui sont les enseignants et les élèves, ont peur, mais en plus, les habitants aussi des villages ont peur parce que souvent, quand on s'en prend à l'école, il y a probabilité qu'il y ait des victimes collatérales. On peut, à partir donc de l'école, continuer vers d'autres infrastructures du village, sinon vers d'autres lieux du village qui peuvent être les marchés ou certaines concessions. L'école, avec ces nouveaux statuts, est à éviter pour certains. Ce qui ne veut pas dire que le savoir en lui-même n'est plus convoité, mais c'est l'école en tant qu'institution physique qu'il faut éviter donc, dans les localités. Et à partir de cet instant, les populations se retrouvent entre le marteau des groupes terroristes et l'enclume de la perte du savoir. Ils ne veulent pas que leurs enfants se trouvent à perdre parce qu'il n'y a pas la possibilité donc d'avoir du savoir à leur niveau. Pour cela, il y aura donc une reconfiguration des stratégies éducatives. Et cette reconfiguration va se faire autour d'un ensemble de choix. Ça peut être donc la délocalisation des lieux d'apprentissage ou la sécurisation des lieux d'apprentissage. On verra qu'il y a des situations, de nombreuses situations donc, de stratégies dont l'objectif est de faire en sorte que l'école puisse continuer, que ce soit dans son territoire ou pas, que les enfants puissent continuer à apprendre parce qu'aujourd'hui, les parents sont convaincus que les savoirs, ça peut être les savoirs donc liés à l'école classique, ça peut être un type de savoir, mais beaucoup commencent à être convaincus que sans le savoir, il serait difficile pour les enfants de pouvoir se positionner dans la dynamique sociale qui s'installe. Déjà, le premier acteur à réagir dans la situation de l'insécurité, c'est l'État. C'est l'État qui réagit à partir de 2019 en mettant en place ce qu'il appelle la stratégie de scolarisation des élèves dans les zones à fort défi sécuritaire. Ça devient une approche dont la philosophie est de faire en sorte qu'en dépit de l'insécurité, il puisse y avoir une continuité éducative dans certaines zones. L'État était face donc à un engagement, parce qu'il a pris l'engagement de donner l'éducation à tous les enfants, mais à cause de la sécurité, il y a des écoles qui se ferment. Donc, l'État veut travailler toujours à respecter ses engagements en faisant en sorte que tous les enfants puissent avoir droit au savoir. Pour cela, il met en place donc une cellule technique de l'éducation en situation d'urgence à qui il est donné un ensemble de missions. La première mission, c'est de faire en sorte qu'il y ait une sorte de comité de veille. Et ce comité de veille-là a la responsabilité de faire des alertes quand il y a des menaces,
mais aussi de donner de la quiétude aux acteurs pour qu'ils puissent travailler. Cette cellule a également le devoir de faire en sorte que les écoles fermées soient ouvertes, réouvertes, en fonction donc de l'état de la sécurité dans la zone. Donc, quand les forces de défense et de sécurité arrivent à sécuriser une localité, la cellule de l'éducation en situation d'urgence a l'obligation de faire en sorte que cette école s'ouvre. Mais de façon pragmatique, l'État s'est plus concentré sur ce qu'il a appelé la réinscription des enfants déplacés internes. Parce que les autres modalités étaient difficiles à assurer. Donc, les comités de veille communautaire, c'était pas évident. La réouverture des écoles, c'était à un rythme assez faible. Donc, l'État se concentre finalement vers l'inscription des enfants déplacés internes. Les élèves déplacés internes. Les élèves déplacés internes sont les élèves qui étaient scolarisés, mais qui ont été amenés à se déscolariser parce que, à cause de l'insécurité, leurs parents, leur famille a décidé de se déplacer vers des zones encore plus sécurisées. Donc, ils ont le statut d'enfants déplacés internes. Et ce que l'État a fait, c'est de faire une directive adressée à l'ensemble donc, des responsables des établissements à qui il a été demandé de donner priorité aux enfants déplacés internes. Donc, dans chaque localité, tout enfant déplacé interne qui se présente à l'école, il doit être inscrit. Ça, c'est une directive du ministère en charge de l'Éducation nationale qui a été ventilée et qui réorganise un peu donc l'inscription à l'école. Donc, que ce soit l'année d'arrivée ou la classe, quelle que soit la période, si les enfants déplacés internes arrivent, les enseignants ont l'obligation donc de les trouver de la place. Mais l'État a ses propositions, mais les acteurs aussi ont leurs réactions. Donc, face à la proposition de l'État, les communautés ont réagi. D'abord, les parents d'élèves. Les parents d'élèves n'ont pas pensé que la mise en place des comités de veille constitue une solution. Les parents d'élèves sont restés donc dans leur philosophie de dire que l'école crée de la menace pour les localités. Donc, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas accepté rentrer dans la mise en place des comités de veille pour surveiller les écoles. Ça, c'est comme une sorte de rejet. Et ce qui est grave dans certaines localités, les parents mettent la pression sur les enseignants pour qu'ils ferment les écoles et qu'ils aillent ailleurs. Il ne faut pas que leur présence devienne un prétexte pour les groupes armés de visiter les villages. Et à l'aide, tous les enseignants aussi ont réagi. Et la réaction des enseignants était simple. Nous n'allons pas continuer à enseigner dans des localités dans lesquelles la sécurité n'est pas tout assurée. Donc, tant qu'on sentira qu'il y a des menaces, qu'il y a des possibilités qu'on soit violenté, nous n'allons pas rejoindre un certain nombre de villages. Pour cela, ils ont continué donc à rester dans les localités qui présentent beaucoup plus de sécurité plutôt que de rejoindre certains villages éloignés et qui ne connaissent pas la présence des forces de défense et de sécurité. Également, au sein de notre laboratoire, nous avons effectué un travail à côté qui nous a permis de regarder aussi la réaction des acteurs non étatiques face donc à la question de l'insécurité. Ici, c'est la situation donc d'une structure, d'une ONG qui a décidé donc de recueillir les enfants déplacés internes et de leur donner une chance de poursuivre l'école. Donc, face au manque de personnel pour pouvoir donner l'enseignement aux élèves, cette structure-là décide de recueillir les enfants et de réorganiser les cursus. Donc, on a les enfants de 3 à 5 ans qu'on inscrit directement à la maternelle. L'objectif n'est pas forcément de leur donner du savoir, mais de leur permettre de s'épanouir. Pour cela, on leur donne des jeux à faire, on leur donne des travaux d'éveil à faire.
Et on a ceux qui ont entre 7 et 12 ans, on les met dans les classes de CP1, CP2. Et là-bas, c'est la scolarisation directe. C'est l'éducation qui essaie de reprendre donc le programme de l'école classique. Donc, ils reçoivent les mêmes enseignements que les camarades qui sont dans les écoles normales et qui continuent d'apprendre. Ils apprennent la lecture, le calcul, le chant, l'éducation civique, presque le même programme que de l'autre côté. Mais la particularité, c'est que vous retrouvez des enfants ayant plusieurs niveaux d'éducation ensemble. Vous pouvez retrouver dans une même classe des enfants de cours préparatoires et de cours élémentaires qui se retrouvent à apprendre les choses de la même manière. Et il y a ceux qui sont un peu plus grands, donc ceux qui ont entre 13 et 17 ans, qu'on recueille et qu'on s'est dit que c'est difficile peut-être d'assurer l'éducation. Donc, on se bat pour leur donner les chances donc de réussir leur vie. Donc, on prépare ces élèves-là à la vie en leur donnant ce qui paraît être indispensable pour une insertion sociale et économique. Donc, ce qui est indispensable, c'est la lecture, c'est le calcul. C'est ce qu'ils apprennent. Et aussi des activités, des métiers. Et le principal métier qu'on a vu, c'est la couture. Et ensuite, il y a aussi des activités artistiques auxquelles on soumet les enfants. Donc, ils apprennent et on s'est dit que s'ils sortent avec des compétences ici, il y a la possibilité donc de pouvoir s'insérer dans un milieu économique qui devient de plus en plus exigeant et qui présente des difficultés pour l'insertion. Ça, c'est la réaction. Donc, ça, c'est un exemple de réaction d'un acteur non étatique à la situation de l'insécurité. Maintenant, il y a la réaction même des parents d'élèves. Comment les parents d'élèves réagissent je commence à avoir un problème technique. On dirait mon PowerPoint ne bouge plus. Clara, tu peux faire quelque chose? Oui. Clara. J'arrive tout de suite. On dirait que ça va reprendre. Est-ce que tu retrouves? Ouais, c'est bon? Ouais, ça commence à venir. C'est bon. Merci. Merci bien, Clara. Ton intervention a décanté la situation. Donc, la réponse communautaire, la réponse des parents d'élèves s'est faite donc à plusieurs niveaux, avec toujours une philosophie seule. Et la philosophie, c'est de faire en sorte que les enfants aient toujours accès aux apprentissages. Donc, la première réaction que j'ai vue, c'est d'utiliser les manuels en arabe comme une manière de détourner l'attention des groupes armés. Donc, on donne l'impression qu'on a transformé l'école classique dans laquelle on enseigne en arabe, on donne l'impression que désormais on enseigne en arabe plutôt qu'en français. Donc, des manuels en arabe sont déposés dans les classes, mais les enseignements se font en français. C'est le programme de l'école classique qu'on continue de dérouler. La stratégie ici mise en place, c'était de faire recours à des enseignants qu'on appelle des enseignants communautaires qui ont la possibilité de pouvoir à la fois lire en arabe et lire en français. Donc, les manuels en arabe sont utilisés simplement pour détourner donc les regards des autres et continuer à offrir aux enfants un enseignement donc classique. Parce que cela s'est fait parce que les groupes armés tolèrent la présence des écritures arabes. Parce que le savoir qui se trouve dans les manuels arabes est considéré comme un savoir halal. Donc, le savoir qui est autorisé et le savoir qui vous ouvre la voie pour le salut. Donc, rien que la présence donc, de ces manuels bénéficie donc de la tolérance. Même s'ils arrivent, ils ne vandalisent pas et une fois visités, ils ne reviendront plus.
Donc, sous le couvert de ces documents arabes, on profite donc toujours à apprendre. Et comme je le disais, le personnel embauché est le personnel donc, qui a cette capacité de pouvoir à la fois parler en arabe, lire en arabe, mais aussi de pouvoir enseigner en français. Mais le programme enseigné reste le programme de l'école classique. Après, on se débrouillera pour voir où ils vont aller faire l'examen, mais ils continuent donc de faire les enseignements. C'est là aussi parce que les classes d'examen, le plus souvent, quand ça a commencé, l'État a beaucoup plus privilégié les classes d'examen qu'ils ont délocalisées dans les zones plus sûres. Donc, les classes qui sont restées, ce sont les classes intermédiaires dans lesquelles donc il n'y a pas ce problème d'examen à passer. Clara, il faut que tu interviennes encore. Alors, hop. Ça ne fonctionne toujours pas. Ça fonctionne, c'est revenu. Parfait. Et il y a une troisième variante en matière de réaction. Et cette variante, ce que j'écris ici, ça s'inspire donc d'un dicton qui est un peu familier en Afrique de l'Ouest, qui dit: si tu ne peux rien contre les sorciers, il faut que tu éloignes ton malade. Ça, c'est comme une sorte de je dirais pas de résilience, mais c'est une sorte de soumission. Les parents décident que, comme les groupes armés interviennent, ce qu'on va faire, c'est d'éloigner nos enfants de ces espaces qui sont à portée de main des groupes armés. Donc, ils décident, comme les attaques sont beaucoup concentrées en milieu rural, ils décident donc d'envoyer les enfants en milieu urbain. Et le milieu urbain a cette particularité-là d'avoir des camps des forces armées, donc des camps de militaires, des camps de gendarmerie et autres. Donc, les parents déplacent les enfants vers les centres urbains. Et dans les centres urbains, il y a un milieu spécifique qui est privilégié, c'est le chef-lieu de province qui est beaucoup plus sécurisé. Et à partir de cet instant, les parents sont obligés donc de travailler à faire en sorte qu'ils renouvellent donc ce qu'ils avaient comme relation avec les autres. Donc, il faut trouver des tuteurs qui vont accueillir les enfants, les donner d'abord un logement et ensuite vont aider à leur trouver un établissement. Il y a également l'autre stratégie qui s'inscrit là, qui est de faire des pieds et des mains pour que les enfants aient le statut d'enfants déplacés internes. Ça leur donne la possibilité, sinon la facilité d'avoir rapidement accès à une classe et de pouvoir continuer. Donc, les parents qui envoient les enfants en milieu urbain visent cela. D'abord, de trouver les parents qui vont accueillir les enfants, leur donner le logement et tout. Et deuxièmement, c'est de faire en sorte que les enfants aient ce statut d'enfants déplacés internes. Une fois que ce statut est acquis, le reste devient simple parce que l'État a sorti une directive qui dit que tous les enfants déplacés internes doivent automatiquement être acceptés dans les salles de classe. Clara? Je suis là. Alors. Ah, merci d'être là. Okay. Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est bon? C'est bon? Non. Ok. Je vais essayer de couper le partage et de le relancer. OK. Ok. Ça doit être bon maintenant? Oui, c'est bon maintenant. Ok, parfait. Merci beaucoup. OK. Merci. J'ai un titre qui est bizarre, je ne sais pas comment il s'est débrouillé pour venir ici. Une autre stratégie, c'est de privilégier donc ce que j'avais écrit, c'était le retour au confiage. C'est confiage des enfants. Maintenant, on décide de confier les enfants à des tuteurs. C'est une stratégie qui avait existé en Afrique de l'Ouest au moment où
la présence des établissements dans tous les espaces géographiques n'était pas assurée, les parents se débrouillaient donc par cette technique de confiage. On peut confier son enfant à un tuteur qui peut être à 50 km, à 100 km, sinon beaucoup plus loin souvent de chez nous, et l'enfant prend celui-là comme son tuteur. Avec l'insécurité, cette stratégie qui avait un peu commencé à disparaître refait surface, où les parents les confient soit à leurs parents proches qui sont loin, ou soit à des connaissances proches qui sont loin. Donc, et les élèves restent donc avec ces personnes et continuent donc à aller à l'école. La situation a réactivé aussi la solidarité à certains niveaux parce qu'il y a une reconnexion entre les familles, celles qui sont en milieu rural et celles qui sont en milieu urbain et ayant plus de sécurité. Donc, de plus en plus, la famille redevient encore un espace d'accueil des enfants provenant donc des zones à fort défi sécuritaire. Mais l'autre chose qui existe, c'est la mobilisation des foyers d'accueil. Il y a des foyers d'accueil qui peuvent être des foyers tenus par des organisations non gouvernementales ou des foyers mis en place par l'État. Les foyers d'accueil prennent de l'importance aussi et les parents envoient des enfants dans ces foyers d'accueil. Donc, voilà un peu le tour que je voulais faire avec vous sur la réorganisation de la solidarité autour du besoin de scolarisation des enfants dans les contextes d'insécurité. Merci à tout le monde. Merci Zakaria, merci pour ton intéressante présentation et surtout pour avoir respecté le temps qu'on t'a donné. Tu as fait exactement 30 minutes. Non, En tout je cas, sais que merci tu allais beaucoup. me tirer les oreilles. Non, il ne va pas arriver là. Mais là, il te donne 2 minutes le temps de te désaltérer et il va faire rapidement un résumé de ta présentation. Tu as commencé ta présentation par un peu au Burkina Faso qui a été à l'origine un peu de la fermeture de ces écoles-là, c'est-à-dire dès 2015 avec les attaques terroristes, les écoles au Burkina automatiquement ont fermé les portes puisque les écoles étaient devenues des lieux de mort, donc des lieux à éviter pour avoir la quiétude. Donc, en réponse, les populations vont réinventer leur rapport à l'école en adoptant des stratégies éducatives diverses, aidées en cela par l'État avec des cellules d'éducation d'urgence. On assistera ainsi au recrutement des relais communautaires pour assurer à minima les activités d'enseignement, la mise en place de comités d'éveil, la réouverture de certaines écoles, etc. Toutefois, cette ambition s'est heurtée à des difficultés notées aussi bien chez les populations que le personnel enseignant. Voilà un peu résumé et ton excellente présentation. Et maintenant, je pense que on va laisser la parole aux participants pour qu'ils puissent interagir avec toi. Voilà. C'est simple si, voilà, main levée, Clara, voilà. On a Zakaria Lire, je ne sais pas c'est qui. Zakaria Lire d'abord, Yisso Fidèle et ensuite Tidiane Sabado. Monsieur Zakaria Lire, vous avez la parole. Ok, bonjour. Donc je voudrais remercier le présentateur, Dr Soré, pour cette brillante présentation. Et donc, moi, je suis avec beaucoup d'intérêt. Hein, et je sais que le problème de l'insécurité se pose pas seulement au Burkina, ça se pose au Mali, au Niger, peut-être pas dans les mêmes proportions, mais en tout cas, la sous-région est confrontée à ce problème-là qui menace l'école aussi dans ces pays. Donc, vous avez parlé du cas du Burkina, de la région nord du Burkina. Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe ailleurs en termes de stratégie de résilience par rapport à l'insécurité
pour ce qui concerne l'éducation dans ces pays-là. Donc, c'est un peu l'interrogation que j'avais après vous avoir écouté. Merci. Voilà, à la suite de Zakaria Lire, Tidiane Savadogo. Ok, merci beaucoup. Donc, moi, je vais commencer en disant merci au docteur Souré pour la brillante présentation. Mais c'est pour également corroborer ses propos quant à, comment dirais-je, l'institution école, en tout cas, est une cible privilégiée des groupes armés terroristes, surtout dans la région du Nord. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à quelques 1000 classes fermées, selon les données, en tout cas, qui remontent du mois de mai. Donc, ces données-là sont là. Je vais revenir un peu là-dessus. Qui a été présenté rien que le samedi par le syndicat national des travailleurs de l'éducation de base. Donc, en tout, si on prend dans la région du Nord, il y a plus de « 1924 écoles fermées, avec 11 767 élèves, comment dirais-je, déplacés internes. Donc, ce sont des chiffres relevant de l'école en situation d'urgence datant du mois de mai. Et pour terminer un peu avec, comment dirais-je, au-delà de ces chiffres qui datent du mois de mai, il y a également très récemment, il y a l'université même de Waïbia qui a été touchée. Et l'université n'a pas trouvé autre moyen que d'enlever le matériel et puis stocker dans le centre-ville en attendant de voir la rentrée, qu'est-ce qui pourrait être fait pour permettre à ces étudiants de reprendre les cours. Également, au niveau des stratégies, j'ai remarqué dans son intervention la réinscription. Effectivement, ici, dans la région du Nord, et plus particulièrement à Waïga, qui est le chef de la région du Nord, c'est la stratégie en tout cas qui est la plus utilisée, la réinscription. Donc, on note également une forte présence. La plupart de ces élèves-là, en tout cas, ont été réinscrits. C'est la seule solution parce que les zones-là, on n'a pas pu vraiment récupérer des zones là où on dit que la sécurité y est revenue et qu'il faut réouvrir encore des écoles. Bien au contraire, chaque jour, ce sont des écoles qui ne font que se fermer. Et à ce niveau aussi, il n'y a pas mal de difficultés pour ce qui est la réinscription. On sent que l'accent est plus mis sur les classes d'examen. Par exemple, on vient, une école se ferme, on essaie de récupérer ceux qui sont en classe d'examen, on essaie de les accompagner jusqu'à l'examen. Et ceux qui sont dans les classes intérieures, là, la plupart là, se retrouvent dans la nature, sauf quelques parents qui vont essayer de confier, comme il a si bien dit, dans son intervention. Et il y a également le problème de gestion. Si on regarde un peu, ils sont en train de vouloir construire un certain nombre de bâtiments dans les établissements, au sein même des établissements existants déjà, spécifiquement pour ces élèves déplacés internes-là. Mais maintenant, il y a un problème de gestion parce qu'on dirait que la gestion de ces élèves-là sera confiée aux établissements, d'origine. Et à ce niveau... Tidiane, oui? Est-ce que tu peux résumer un peu ton commentaire? Voilà, parce que c'est un peu long. C'est presque fini. Donc, peut-être voilà, je m'arrête là. Okay. Voilà, okay. Donc, c'est également la gestion, comme je l'ai dit, peut-être c'est le dernier point. Si peut-être je pourrais revenir après. Merci. Merci, Tidiane. Zakaria? Zakaria? Moi? On prend un troisième intervenant et puis après on poursuit. Donc, Yisso Fidèle. OK. Merci beaucoup. Je remercie Dr Souré pour cette présentation qui permet effectivement d'interroger une action publique dans un contexte où les acteurs sociaux disposent, je dirais, d'une marge de manœuvre, dans la mesure où il y en a qui peuvent effectivement décider de ne plus continuer avec l'école et de garder les enfants à la maison pour en faire une main d'œuvre. Donc, je salue donc cette présentation
qui permet déjà d'avoir une perspective de recherche dans la mesure où, en plus du tutorat et des autres stratégies ou mécanismes que les parents ont trouvés pour la continuité éducative, on voit aussi qu'il y a ceux-là qui envoient les enfants à des Dougou. Nous avons remarqué qu'il y a des élèves déplacés internes qui vivent seuls dans des ménages, qui constituent donc des ménages où, donc, effectivement, les filles deviennent des chefs de ménage. Donc, ça permet donc de voir, d'avoir donc une perspective pour l'auto-recherche. Donc, les questions que je voudrais poser, j'ai 3 questions. Au niveau de la réinscription, puisqu'on voit que les élèves, sous le choc, ils quittent sans effectivement avoir des documents qui prouvent donc le niveau qu'ils ont. Et si l'État permet à ces enfants d'aller s'inscrire automatiquement, systématiquement dans les établissements, est-ce que les établissements n'exigent pas ou quelle est l'alternative à trouver pour faciliter donc leur réinscription? Par exemple, un enfant qui n'a pas de dossier de réinscription et on lui dit qu'il peut s'inscrire, comment donc ces enfants arrivent, comment les établissements les accueillent? Et aussi, quelles sont les motivations qui sont donc mises en place pour le maintien de ces élèves? Parce qu'on sait que quand ils arrivent, ils sont dans une situation de dénuement. On voit, ils sont nombreux ceux-là qui sont au bord de la route pour mendier. Et donc, le souci aussi qui se pose, c'est que à Ouagadougou, par exemple, les établissements, il y a peu d'établissements qui ont des cantines scolaires. Qu'est-ce qui est fait dans la mesure où ces enfants arrivent sans réellement des capitaux qui leur permettent de subvenir donc à leurs besoins? Qu'est-ce qui est fait donc pour les maintenir à l'école? Et enfin, est-ce qu'on peut dire que les médecins ici supplient donc les écoles francophones? Et comme on le sait, le défi qui se pose aujourd'hui pour les médecins, c'est aussi assurer donc l'emploi, donc l'employabilité donc de ces sortants-là. Si donc les médecins prennent donc le relais, est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui est fait pour donc assurer donc une insertion professionnelle future pour ces élèves-là? Merci. Ok, merci Youssou Fidel. Zakaria. Merci aux différents intervenants. Merci pour les contributions parce que ça montre aussi des champs, sinon des aspects que je n'avais pas interrogés, mais qui montrent aussi qu'il y a autre dynamique à regarder dans ce contexte-là. La première question, c'était de voir est-ce que j'ai vu ce qui se passe ailleurs. Non, je n'ai pas pu observer ce qui se passe ailleurs. Je n'ai pas vu comment les communautés ou comment l'État se débrouille ailleurs. Mais de façon globale, il y a des statistiques dans les pays donc, du Sahel qui montrent que les écoles délocalisées sont nombreuses. Les écoles fermées sont nombreuses, les écoles délocalisées aussi sont nombreuses. Donc, ce qui transparaît, c'est la réponse de l'État que peut-être j'ai vu au niveau donc, des différents États, le Mali, le Niger, un peu la Mauritanie et le Tchad. Et la réponse de l'État, c'est d'amener les écoles vers des lieux qu'on considère comme étant des lieux plus sûrs. Ça, c'est une réponse qui est la même, quel que soit le pays. Ce que j'ai pu regarder, c'est peut-être au Burkina. J'ai un collègue, Bonkongo, qui a fait une thèse là-dessus, justement sur l'imitation des rapports à l'école dans le contexte d'insécurité. Peut-être c'est le travail que j'ai vu, que je considère comme étant un des travaux pionniers donc, dans ces domaines-là que j'ai pu regarder. Au-delà, non, on regarde, il y a des travaux, souvent de grande envergure, souvent de moindre envergure, qui montrent aussi les stratégies de résilience qui existent donc au niveau des écoles. C'est là, j'avais vu dans un travail des structures ONG et associations qui appuient les établissements, les enseignants et les élèves en termes de soutien soutien du point de vue psychosocial pour aider les enfants à dépasser donc ce qu'ils ont vécu comme traumatisme et ensuite leur donner la capacité de pouvoir reprendre le chemin de l'école sans problème. Et
en fin d'année scolaire 2021-2022, il y a une dame qui avait été célébrée parce que c'est une dame qui s'était déplacée avec toute sa classe et qui était venue à Waïbia, qui avait fait 100% à l'examen du CP, qui avait été célébrée et qui était considérée comme un exemple de résilience. Et dans cette zone, c'était à Waïbia, dans cette zone aussi, on voit beaucoup de structures qui interviennent dans surtout la prise en charge psychosociale des personnes affectées par les questions d'insécurité. Et Tidiane, merci beaucoup donc de la contribution et merci des chiffres récents qui ont été donnés sur les écoles fermées dans la région du Nord et aussi sur le comportement des acteurs dans cette situation d'insécurité, effectivement. Là, une question qui se pose, souvent, le problème est un peu rare, mais souvent on le voit, c'est quand les élèves de placés internes arrivent et veulent s'inscrire, où ils s'inscrivent. On a vu des situations où les élèves sont arrivés, effectivement, ils ont donné la classe qu'ils faisaient. Ils ont dit peut-être je suis au CP1, je suis au CE1 ou je suis au CM1 et on l'inscrit dans cette classe. Mais il est arrivé aussi que certains sont venus avec l'idée peut-être de changer de classe directement. Et ce que les enseignants font, c'est souvent de s'asseoir, de prendre le temps et de faire une sorte de test rapide avec les enfants pour être sûr que les classes dans lesquelles ils vont les inscrire, ce sont les classes dans lesquelles ils étaient au moment de leur déplacement. Question de ne pas les rétrograder ou question de ne pas les envoyer dans des classes supérieures dans lesquelles ils ne vont pas tenir. Il y a cette technique-là qui existe, mais souvent, certains ne prennent pas le soin donc d'interroger les enfants, de regarder leurs compétences avant de les accepter dans les classes. On m'a donné l'exemple de quelques élèves qui ont été inscrits dans les classes et qui n'ont pas pu tenir. Et ils étaient obligés donc de les ramener dans les classes inférieures pour qu'ils prennent le train en marche là-bas et puis de revenir. La motivation pour la continuité scolaire reste la seule. Et la principale motivation, c'est que pour beaucoup, aujourd'hui, on est dans un monde et dans ce monde, il est très difficile pour des enfants de pouvoir s'insérer, que ce soit du point de vue économique ou du point de vue social, de pouvoir s'insérer sans un minimum de compétences scolaires, sans avoir des connaissances en matière, des capacités en matière d'écrire, de lire et de regarder. Donc, ceux qui se battent pour qu'il y ait la continuité, ce sont ceux qui ont confiance en l'école et qui pensent que l'école reste le moyen qui permettent aux enfants de pouvoir assurer leur insertion sociale et économique. Donc, la motivation, principalement, c'est ça. La motivation au niveau de l'État est autre, parce que l'État s'est dit, si je ne travaille pas à réinscrire les enfants qui ont quitté l'école, c'est possible que ces enfants soient récupérés par des groupes extrémistes, et là, ça peut être encore dangereux. Donc, les motivations sont fonction de la position de l'acteur. L'État a ses motivations qui est d'abord de faire en sorte que les enfants ne soient pas laissés à la merci des groupes extrémistes. Et deuxièmement, c'est de pouvoir répondre à quelque chose. Et cette chose-là, c'est l'engagement qu'il a pris en disant, je vais faire en sorte que chaque enfant qui soit sur ce territoire ait accès à l'éducation. Ça, c'est la motivation de l'État. Donc, ces motivations diverses, selon donc les acteurs, concourent ensemble à faire en sorte que la continuité scolaire soit un élément demandé donc par ces divers acteurs-là. La question de l'alimentation reste une question difficile parce que je disais dans la communication que les parents se battent souvent pour que les enfants aient le statut d'élèves déplacés internes. Parce qu'en ayant ce statut, il y a non seulement la possibilité d'avoir accès à l'école, mais il y a autre soutien aussi qui arrive et qui peut faciliter donc la vie à un moment donné.
Pour ce qui est de Ouagadougou, je crois que l'État même avait dit clairement qu'il n'y a pas de déplacés internes à Ouaga. Jusqu'à présent, l'État dit qu'il n'y a pas de déplacés internes à Ouaga. Donc, quelqu'un qui quitte son milieu d'origine et qui se retrouve à Ouaga n'a pas le statut de personne déplacée interne. L'État lui dira, mais tu es venu à Ouaga, c'est parce que tu as tes moyens pour te débrouiller. Donc, nous n'avons rien à faire. Officiellement, ceux qui sont considérés comme déplacés internes, ce sont ceux qui ont rejoint les localités dans lesquelles l'État reconnaît qu'on peut trouver ces gens-là. Donc, il y a Kaya, il y a Fada, il y a Ouaïbia, Dédougou et quelques autres localités. Ceux qui continuent pour aller à Ouaga, à Bobo, dans les grands centres urbains, l'État dit, bon, vous avez vos moyens, donc nous n'avons pas à intervenir. Mais ça, c'est la position de l'État, mais forcément, ça donne des difficultés en matière de scolarisation et surtout, ça expose beaucoup plus ces enfants déplacés, ces élèves déplacés internes à la déscolarisation. Ils sont exposés, ils ne peuvent plus tenir parce qu'on change de milieu et les conditions de vie de ces milieux-là sont un peu difficiles. Donc voilà, Issouf, je te remets la parole. Merci Zakaria. Il y a encore des mains en l'air et aussi des questions dans le chat. Donc, on va continuer avec les mains en l'air. Okay. Zungrana, nous, pour commencer. Zungrana? Ah, désolé, ma question a déjà été abordée, donc j'avais baissé la main. Ok, merci beaucoup. Suleiman Zoromé. Oui, allô? Oui, on t'entend difficilement. Est-ce que... Ok, merci bien. Voilà, c'est bon. C'est bon maintenant, ok. Bonsoir à tout le monde. Et félicitations on va dire, à notre frère, Dr Zakaria Souré, pour l'animation. Bon, pour moi, c'est une question, on va dire, de suite de sa réflexion. Voilà, je voudrais effectivement encourager à ce que la réflexion puisse... Sana, il faut couper ton son. Sana, il faut couper ton son, s'il te plaît. Sana. Okay. Voilà, donc ce que je disais, c'est véritablement d'abord féliciter le communicateur et ensuite, au regard donc de la situation de la problématique qui est beaucoup plus intéressante, c'est que la question de la scolarité ou la scolarisation des enfants, des personnes déplacées internes, vient également se complexifier avec la question alimentaire dans les zones un peu attaquées. Ce regard-là aussi sur comment effectivement la question de la subsistance peut venir encore complexifier la question de la scolarité. Parce que le nord que je connais, mon village est totalement déplacé, Ronga. Zakaria Souré connaît bien la zone. Ça fait qu'aujourd'hui, avec ce que l'État a mis en place pour récupérer les enfants, et face également aussi à la question d'alimentation qui se complexifie, certains enfants n'y voient plus d'importance, en tout cas pour s'insérer dans ce mécanisme communautaire ou étatique mis en place pour les récupérer. Voilà encore comment on peut faire bouger un peu la réflexion pour l'un dans l'autre récupérer ces enfants-là, non seulement pour sauvegarder la question de la scolarité, mais aussi regarder que la question alimentaire vient encore complexifier la situation. Merci bien. Voilà ce que je voulais donner comme contribution. En tout cas, il invite à pousser la réflexion sur comment combiner ces deux aspects-là. Merci Zoromé. Lakoun Richard. Il faut désactiver, il faut activer le micro. Il faut activer le micro. C'est bon? Ça va. D'accord. Alors, je tenais d'abord à remercier le docteur Souré pour son intervention. Je voulais bondir sur, comment on appelle, le flux des élèves. Est-ce que les encadreurs pédagogiques et les enseignants suivent également les mouvements de ces élèves vers ces zones puritaines? Maintenant, concernant
cette stratégie de maintien de l'institution scolaire, je voulais savoir, est-ce que la tenue vestimentaire est prise en compte? Maintenant, concernant les élèves en âge d'être insérés socialement, quel est le critère en dehors de l'âge qui permet d'orienter un élève vers un métier? Maintenant, concernant les ONG qui interviennent dans, dans ces efforts de sauvegarde de l'école, nous savons tous que les ONG fonctionnent beaucoup avec le bénévolat. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut y avoir un risque de filtrer pouvant porter atteinte à cette structuration? Voilà un peu les questions sur lesquelles je voulais avoir des éclaircissements. Merci. Merci, Lakoun Richard. Zakaria, on prend une dernière intervention avant de poursuivre. Fatou Ghislain Samy. Oui, bonjour à tous. Je voudrais réagir justement par rapport à cette réinsertion d'élèves déplacés. Zakaria, tout à l'heure, nous a parlé un peu de ces élèves-là qui passent très souvent sous forme de tutorat dans certaines villes plus ou moins sécurisées. Maintenant, la question que je me posais, c'était de savoir qu'en est-il des filles, par exemple? Parce que dans les temps de paix, on va dire, entre guillemets, on sait que généralement, les filles sont exposées aussi à des taux élevés de sortie de classe pour certaines raisons, voilà, souvent qui sont culturelles, sociales, psychologiques, etc. Mais en période de crise terroriste, comment la situation est-elle prise en compte par les familles, par l'État, du côté des filles? Parce que j'ai l'impression que dans l'analyse, peut-être que ce n'était pas le sujet à proprement parler, mais en tout cas, ça m'intéresserait d'entendre Zakaria sur la question. Merci. Merci, Fatou. Zakaria? OK. Là, la question est très précise. Ouais. Elle est bien précise. C'est vrai, elle est bien précise. Et je crois que pour ce qui concerne les filles, hormis les dispositions prises le plus souvent par des associations ou d'autres structures non étatiques, il n'y a pas de disposition particulière prise par l'État pour regarder un peu les besoins spécifiques des filles dans ce contexte-là. Donc, il est resté que les filles sont considérées aussi comme des élèves et traitées sans distinction. Elles sont traitées comme des garçons. Donc, ça crée beaucoup plus de problèmes et ça les expose beaucoup plus aux abandons. Parce qu'il y a des besoins qui ne sont pas, les besoins spécifiques des femmes qui ne sont pas assurés. Et face à cette situation, il y a beaucoup qui sont tentés donc de délaisser l'école et aller faire autre chose. Il n'y a pas de dispositif particulier, surtout au niveau de l'État. Souvent, certains élèves qui sont déplacés vivent dans les salles de classe. Par exemple, les cas que les gens ont célébrés il n'y a pas très longtemps, l'enseignante et ses élèves vivaient à l'école. Et là-bas, il n'y a pas de classe spécifique pour dire, bon, ça c'est une maison de filles, ça c'est une maison de garçons. Ils se retrouvent tous les élèves se retrouvent ensemble dans la même classe. Donc, on voit qu'effectivement, en termes de possibilités de pouvoir donc permettre aux filles de satisfaire leurs besoins spécifiques, cette possibilité-là est moins élevée et la conséquence, c'est qu'il y en a qui sont exposés et la désertion de l'école est l'action la plus simple qui permet donc de sauter cet obstacle. La question de la tenue. À l'école primaire au Burkina, la tenue scolaire n'est pas véritablement exigée comme ça, surtout en milieu rural. Ce n'est pas un véritable problème parce que il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup de débats qui ont insisté sur l'importance ou pas de la tenue, sur le fait que la tenue permet donc de ne pas laisser transparaître
les inégalités sociales, mais en milieu rural, ça fait moins problème. Ça fait moins problème. Donc, ça fait que même quand les enfants sont dans la situation difficile de déplacement, la question de la tenue n'intervient pas. Le critère d'orientation, au fait, ce qui a été présenté ici comme orientation vers les métiers, c'était véritablement une expérience individuelle portée par une association qui est localisée à Kaya. Et cette association, c'est en fonction de ses capacités qu'elle regarde et qu'elle oriente les élèves vers des métiers. Et le critère essentiel qui est mis en avant, c'est le critère de l'âge. Parce qu'ils vont du présupposer que plus on est encore jeune, plus on a la possibilité d'apprendre, de passer du temps encore en classe, mais plus on est déjà âgé, il est très difficile de pouvoir recommencer et de pouvoir sortir, avoir accès à l'école. Surtout que ceux qui sont orientés vers les métiers, ce sont ceux qui ont entre 13 et 17 ans. Ce que l'association regarde également, c'est que quand vous avez 15, 16, 17 ans, il est très difficile pour vous d'être accepté au niveau donc des postes primaires, surtout en 6e, 5e. Il est très difficile parce que vous êtes un peu âgé. Par contre, si vous avez les moyens pour aller au privé, ça peut se jouer. Mais au niveau du public, c'est un peu compliqué. Donc, de façon pragmatique, la structure dit on va vous orienter vers ce qui va vous être utile rapidement. Et elle pense que ce qui leur est utile rapidement, c'est l'apprentissage d'un métier. Les critères restent les critères de l'âge parce que la structure elle-même n'a pas défini donc des critères comme ça. Elle accueille les enfants qui sont des enfants déplacés internes et qui n'ont pas accès à l'école. Voilà le type d'enfants qu'elle accueille. Et une fois qu'elle accueille ces enfants, elle décide donc de leur donner du savoir en fonction de leur âge. Ceux qui ont moins de 5 ans sont orientés vers la maternelle, mais la maternelle là-bas n'a de maternelle que de nom, parce que les enfants viennent simplement pour s'amuser, et puis il y a des biscuits qu'on leur donne, ça permet de s'amuser et puis repartir. Le reste, la classe qui existait dans l'expérience qu'on a vue, il n'y avait que la classe de CP1 et CP2. Donc, même les enfants qui ont quitté l'école quand ils étaient au CE1, ils retombent encore au CP1 ou au CP2 en train d'apprendre. Ouais. Issouf, j'ai fait le tour ou bien tu penses qu'il y a une question que je n'ai pas bien notée? Je pense que tu as fait le tour. Tu peux prendre 30 secondes pour prendre un peu d'eau en attendant que Pierre Ouedraogo et Bello Adiola se préparent. Pierre. Ok, bonsoir à tous et vraiment merci pour cette brillante présentation. Voilà, ma question c'est de savoir, le docteur a fait mention des stratégies mises en place par l'État afin de pouvoir réellement donner une certaine garantie aux différentes populations. Mais nous voyons que ces populations n'accèdent pas ou bien ne sont pas d'accord, voilà, j'allais dire entre griffes, à ces stratégies-là. Qu'est-ce qui peut réellement expliquer ça? Est-ce que, parce que ces stratégies ne sont pas fiables, je prends par exemple la question de la sécurisation des structures par le recrutement des gardiens. Est-ce que vous ne pensez pas que, par exemple, cette stratégie-là n'est vraiment pas, j'allais dire quoi, elle n'a vraiment pas une certaine substance qui puisse garantir ces populations locales? Est-ce que l'État ne devrait-il pas revoir ces stratégies afin de donner une certaine garantie à ces populations? Voilà, j'en ai fini. Ok, merci Pierre. Bello Adiola. Ok, merci bien, docteur Binaté. Et je commence tout d'abord par remercier aussi mon cher aîné, docteur Soré, pour sa brillante présentation. Donc, je m'en vais intervenir sur deux aspects. Le premier aspect, c'est de demander au docteur Soré
la fermeture des écoles dont il a fait cas, je voudrais savoir quels sont ces types d'écoles-là. Est-ce que toutes les écoles, en fonction de école médecin franco-arabe et autres, toutes les écoles-là sont concernées par ces fermetures au niveau de la région où il a mené ses études. Et deuxièmement, maintenant, c'est après avoir présenté son étude-là, ses résultats, c'est de voir la continuité. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, avec cette crise sécuritaire qui frappe durablement l'institution scolaire, il y a lieu de revoir quant aux modules, quant au curricula, pour voir s'il faut intégrer une dimension de déradicalisation voilà, dans le contenu éducatif des élèves. Est-ce que cela s'impose selon lui? Merci. Merci, Bello. Zakaria, tu réponds ou bien tu veux que j'ajoute la question de Ali Karma? Oui, tu peux ajouter. OK. Ali Karma, il est intervenu dans le chat et son intervention a porté sur 2 points. Il dit quelle stratégie éducative pour les enfants qui sont autour des feux tricolores à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, etc. Il demande quelle stratégie éducative adopter pour les enfants qu'on retrouve régulièrement des grandes voies publiques à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, etc. Et concernant l'intervention et les réactions publiques visant la réouverture des cours des écoles, il demande est-ce que c'est une stratégie ou bien c'est une réaction adaptée au Burkina seulement ou bien c'est une stratégie un peu qu'on retrouve ailleurs. J'en suis un peu comprendre, est-ce que c'est un genre de modèle voyageur, quelque chose qui a réussi ailleurs qu'on aimerait bien implémenter dans le contexte du Burkina? C'est bon. OK. Merci. La question de l'acceptation des stratégies proposées par l'État, surtout la question du gardiennage, ça pose problème parce que en écoutant certaines personnes, on a l'impression que pour les populations, c'est une sorte de mise en danger. C'est l'État qui veut les mettre en danger parce qu'on leur demande de protéger des établissements, mais on ne leur donne pas les moyens pour protéger ces établissements-là. Donc, le refus de constituer un groupe de protection de l'établissement est une manière pour ces gens-là de rejeter également ce qu'ils considèrent comme étant une mise en danger par l'État. Pour qu'ils acceptent, il fallait que l'État assure de façon globale déjà la question spécifique de la sécurité. Si l'État protège la zone, les populations pensent que elle aussi, elle peut protéger les établissements parce que ce qui peut les toucher, si l'État protège la zone, le type d'insécurité qui peut toucher l'école, ce sont les vols mineurs et autres. Là, on n'a pas besoin donc d'un certain nombre d'armes, on peut les faire facilement. Donc, voilà ce qui fait que les gens n'ont pas accepté directement aller dans le sens de la proposition de l'État de mettre en place des formes de brigades qui vont assurer la sécurité de l'école. C'était de dire, bon, c'est simple, donc on fait une division des tâches. Tu t'occupes de la sécurité contre les groupes armés, tu fais en sorte qu'ils n'entrent pas dans ces espaces et nous, on s'occupera de la sécurité intérieure des établissements. Et comme l'État n'a pas accepté cette proposition de division des tâches, ben, la population aussi n'adhère pas à sa proposition de créer des groupes qui vont s'occuper de la sécurité des établissements. Le type d'école qui est ciblé par le groupe armé, c'est simple, c'est l'école classique. C'est l'école, comme on le dit, entre guillemets, c'est l'école occidentale.
c'est l'école du blanc. C'est ce type d'école-là qui est la cible principale. Et comme je le disais, s'il y a un enseignement qui se fait en arabe, ces types d'établissements sont épargnés. Parce que quand on a regardé dans certaines zones, après le départ des écoles classiques, ces écoles franco-arabes ont été tolérées. Parce qu'on s'est dit que vous, au moins, vous allez aider des enfants à avoir le salut, à savoir vers où il faut aller, à apprendre des choses qui sont utiles. Et les choses qui sont utiles dans leur sens, c'est les choses en lien avec la croyance. C'est des choses en lien avec l'au-delà, le rapport à Dieu. Alors que dans l'école classique, le plus important, ce n'est pas le rapport, enfin, ce n'est pas la question de la figure de Dieu, ce n'est pas ce qui intéresse les acteurs, mais c'est la préparation donc, de l'individu. L'école qui est prise à partie par le groupe terroriste, c'est le type d'école, c'est ce que nous faisons actuellement, c'est ce type d'école dans lequel on vous apprend tout, sauf de vous dire de croire en Dieu ou de prier ou de prendre les normes de prière et autres. La question de déradicalisation que Bello pose, bon, je ne sais pas, mais la réalité, c'est que les acteurs qui se sont radicalisés ne sont pas des acteurs internes à l'école. Les acteurs qui prennent à partie les établissements ne sont pas des acteurs internes à l'école. Donc, peut-être un programme de déradicalisation, ça peut concerner donc la population de façon entière. Ou bien, ça peut être peut-être une stratégie de prévention, peut-être pas un programme spécifique de déradicalisation, mais peut-être élargir un peu le programme d'enseignement sur le civisme, voir comment dans le civisme on peut intégrer les questions de tolérance, les questions de rapport à l'autre, les questions d'acceptation de l'autre en dépit de sa différence. Je pense, peut-être que je n'ai pas eu le temps de les regarder justement parce qu'un travail de recherche aussi, c'est un peu ça. Mais je pense particulièrement que pour un programme de déradicalisation dans les établissements, surtout, bon, peut-être que je rappelle que moi, j'ai travaillé beaucoup plus sur le primaire. Dans les établissements primaires, ce n'est pas véritablement pertinent. Les enfants qui sont au niveau des feux tricolores, c'est une problématique assez vieille qui était là bien avant donc, la question de l'insécurité. Peut-être que la question de l'insécurité est venue donc augmenter la situation. Sinon, le problème, il existait déjà. On avait des enfants qui sont déscolarisés, évidemment, ou qui n'ont jamais été scolarisés, qui sont autour de ces faits tricolores-là, qui n'ont aucun accès à une institution scolaire ou à un quelconque apprentissage, qu'on a pris globalement et qu'on a mis dans le sac des talibés. C'était comme ça, on a trouvé une catégorie qui est une sorte de fourre-tout dans lequel on met tous ces enfants. On dit, bon, c'est un problème des talibés et peut-être il faut qu'on convoque les maîtres coraniques. Mais peut-être que le problème était plus grand que ça. Peut-être que la réponse qu'il fallait était une réponse plus globale pour voir comment l'État va prendre en charge la scolarisation de ces catégories d'enfants, le plus souvent, qui sont des enfants qui ont quitté la cellule familiale et qui vivent dans la rue ou qui vivent avec d'autres enfants. Il y a des réponses un peu qui existent avec des structures, des associations qui essaient de donner une réponse à ces phénomènes-là, qui essaient de travailler à une insertion sociale et économique des enfants. Donc, par exemple, je sais, le cas de Ouaga, par exemple, il y a des associations comme Enfants du Monde, il y a des associations comme Kyogo et autres qui enlèvent souvent les enfants de la rue, qui essaient de leur donner un apprentissage des métiers
dans l'objectif de leur permettre de pouvoir réapprendre à vivre hors de la rue. Et ces associations font aussi du dialogue avec la famille. Donc, quand ils enlèvent certains enfants, ils essaient d'identifier la famille et ils repartent vers la famille pour faire une sorte de médiation pour que les enfants repartent en famille. Donc ça, ce sont des démarches qui existaient et je ne pense pas que ça a véritablement évolué avec la question d'insécurité. On est resté donc dans la même pratique, avec les mêmes structures qui interviennent, qui essaient d'enlever les enfants, qui essaient de faire des médiations avec les familles. La réponse de l'État, l'État avait trouvé une réponse qui avait beaucoup été critiquée il y a 2 ou 3 ans où il y avait eu une grande action d'enlèvement des enfants de la rue, mais portée par le ministère en charge de l'action sociale, qui avait engagé une opération spéciale qui consistait à retirer tous les enfants de la rue, à les envoyer dans des centres de récupération, à essayer de leur proposer des métiers. Mais je crois que cette action n'est pas allée loin parce qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des polémiques autour d'un certain nombre de choses et l'action est partie donc de sa propre mort finalement. Donc les enfants qui sont au fait tricolore restent des enfants qui ont besoin d'éducation mais qui ne rencontrent pas de réponse actuellement. La réponse est la même qui existe depuis longtemps avec les associations et qui n'a pas évolué. Youssouf, la dernière question, je ne pense pas avoir bien compris. Donc, Pardon? Au fait, Bouraïma demandait spécifiques, des réactions spécifiques au Burkina, ou bien c'était des réactions qu'on retrouvait un peu dans des mêmes contextes de crise ailleurs? Ce type de réaction, si on retrouvait la même chose ailleurs, ou c'était spécifique? Oui, est-ce que les stratégies adoptées par l'État burkinabé pour la reprise de l'école, est-ce que ce sont des stratégies qu'on retrouve ailleurs dans des contextes de crise? Oui, ce sont des choses qu'on retrouve ailleurs. Parce que il y a quelque chose de commun à ce qui se passe ailleurs aussi, c'est ce qui finance ce qu'on appelle l'éducation en situation d'urgence. On a les mêmes partenaires qui les financent et on a les mêmes démarches. Donc, l'éducation en situation d'urgence, telle qu'on la voit au Burkina, on la voit aussi au Niger, au Mali et dans d'autres pays de la même manière, qui consiste déjà à attirer l'attention des décideurs sur le fait qu'il faut faire en sorte que les enfants aient accès à l'éducation, mais aussi qu'ils leur donnent des modules. Donc, il y a des modules même qui sont conçus dans ce sens-là, qui permettent, dans la philosophie, de pouvoir rattraper les cours rapidement. Donc, c'est une sorte de modèle commun qu'on retrouve et qui est propre à beaucoup d'États confrontés à cette même question d'insécurité. Ok, merci Zakaria. Il n'y a plus de doigts en l'air, mais le chat est rempli d'interventions. Donc, il y a une intervention de Bouraïma. Il demande que tu reviennes un peu. Enfin, il y a la question de Aïcha. Aïcha a levé la main. Aïcha Barkawi. Oui, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, professeur Soré, pour cette communication très riche et précise. J'étais un petit peu, en fait, c'est un problème d'arrêt. En fait, j'ai arrêté un moment. Je me suis après, en rentrant chez moi, parce que je devais rentrer à la maison, je faisais ça sur la route. Donc, je ne sais pas si vous avez répondu à cette question. C'est par rapport au contenu, parce que tout à l'heure, en suivant la communication, en fait, j'ai vu que dans les diapos, que vous avez parlé en fait du contenu des cours. Parce que ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'éducation, ce qu'on donne comme éducation à ces enfants. Et à un moment donné, vous avez parlé de la philosophie de l'éducation.
Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, ma question, elle est assez précise. Vous avez parlé, en fait, de l'éducation halal et l'éducation occidentale. Et quand on parle, en fait, de la philosophie de l'éducation, surtout pour les enfants, parce que la tranche d'âge, c'était 3-5 ans, 7-12 ans, et après les plusieurs niveaux. Et en fait, vous avez mis, en fait, la philosophie de l'éducation pour vraiment les tranches d'âge, je crois, c'était 3-5, 7-12. Et puis, en fait, ce qui m'intéresse par rapport à ce problème de refus de l'éducation occidentale, et quand on parle de la philosophie de l'éducation, est-ce que vous avez pu, en fait, avoir vraiment tout ce qu'on leur donne comme éducation, tout ce qu'on leur donne comme instruction, dans le contenu, en fait, de ces cours, le contenu de cet apprentissage, et notamment la philosophie de l'éducation. Parce que comment on peut en fait parler de la philosophie de l'éducation, sachant qu'on ne va pas pouvoir parler en fait de la philosophie occidentale, de la philosophie en fait de la liberté, de tout ce qu'on connaît de la philosophie. Est-ce que même en parlant de la philosophie de l'éducation, vous voulez en fait inciter les enseignants incitent ces élèves à s'accrocher, à vraiment avoir un état d'esprit, ça veut dire le développement personnel, comment les aider malgré cette période de crise, malgré cette période très délicate pour l'apprentissage, parce que est-ce que vraiment ces enfants vont pouvoir, ces élèves vont pouvoir suivre? Et quand on parle de la philosophie de l'éducation, est-ce que vraiment c'est pour aider ces enfants à tenir le coup, à aller jusqu'au bout dans l'apprentissage, et pas la déperdition, surtout pour les filles. Tout à l'heure, la question sur le genre était pertinente. C'est difficile pour les garçons et pour les filles, sachant que même dans les cas d'une scolarité normale, il y a la déperdition, les filles quittent l'école et tout. Donc vraiment, est-ce que le contenu de cette instruction, surtout quand vous avez parlé de la philosophie d'éducation, est-ce que c'est un contenu qui va aider ces enfants vraiment à surmonter cette situation, sachant que là, on s'arrête vraiment au cas par cas de ces enfants qui sont dans une situation difficile, comment cette philosophie de l'éducation va pouvoir les aider à tenir le coup et à s'instruire pour pouvoir, en fait, comme vous dites, avoir le minimum d'inscription pour s'insérer dans la société par la suite. Et merci beaucoup. Merci Aïcha. Zakaria, est-ce qu'on peut enchaîner avec la question d'Ibrahima Wandé? Il demande de revenir un peu sur la question de l'insertion et quels défis pédagogiques cela présente et quelles sont les solutions pour améliorer la qualité de l'éducation. OK. Ah, je peux maintenant? OK. La question que Aïcha posait, c'était sur les contenus des apprentissages. Les élèves qui quittent les établissements d'origine et qui sont obligés de poursuivre leur scolarité dans d'autres établissements, le font avec le contenu classique, c'est avec le programme de l'État qu'ils continuent de le faire. Donc, il n'y a pas de différence entre les élèves qui quittent leur établissement, qui sont obligés de quitter leur village et leur établissement et qui continuent ailleurs. Le programme est le même, c'est ce qui est donné, donc c'est ce que l'État a proposé qui est donné de l'autre côté. Maintenant, les 3-5 ans que je donnais, c'était la réponse donnée par une ONG, une association qui s'est donnée entre autres pour mission aussi de récupérer les enfants qui sont dans ces difficultés-là. Donc ça, ce n'est pas une approche généralisée, mais c'est une approche singulière pour cette association-là qui donne aussi de sa manière de faire. Là-bas, effectivement, je pose le programme de contenu parce qu'en termes de contenu, l'association que nous avons regardée ne disposait pas de tous les moyens pour avoir un personnel enseignant sur place. Et donc, l'association, avec ses animateurs, essaie de donner
le même contenu scolaire, mais rien que pour les 2 premières classes du primaire, donc la classe de cours préparatoire première année et la classe de cours préparatoire deuxième année. Donc, les enfants reçoivent un enseignement du programme officiel de l'État. Pour le reste, c'est l'association qui regarde qu'est-ce qui convient avec ses élèves en termes d'apprentissage. Et ce qu'ils apprennent, c'est l'apprentissage des métiers. Et il y a 2 pôles qui sont promis là-bas. Le premier, c'est la couture, parce qu'on leur apprend à faire la couture. Et à côté de la couture, on leur apprend à écrire, à apprendre également à compter, donc à faire l'arithmétique, le calcul, en se disant que bon, même s'ils s'installent à leur propre compte, ils ont besoin de pouvoir tenir une petite comptabilité, mais aussi ils ont besoin de pouvoir prendre note et de dialoguer avec les clients et autres. L'essence de leur donner donc un peu d'apprentissage en français, en calcul et autres. Le deuxième pôle, c'est le pôle artistique, où on apprend aux enfants à danser et à faire du théâtre, en se disant aussi que ces éléments, en plus d'être en même temps une sorte de soutien psychosocial, c'est aussi une préparation à l'insertion sociale et économique dans la zone. Quand la philosophie dont je parlais ici, c'était l'orientation de l'école. C'est qu'est-ce que l'école vise, qu'est-ce que le programme d'éducation vise. Et ce qui est visé, c'est surtout donc ce qui est donné en filigrane par la loi portant loi d'éducation au Burkina, qui dit qu'il faut apprendre aux enfants à accepter la République, il faut apprendre aux enfants à être des enfants qui savent inventer, qui savent s'insérer dans cette société-là. Donc, c'est ce qui est mis en avant dans les programmes d'éducation. Donc, on apprend à la fois à avoir des compétences pratiques, mais aussi des compétences sociales, des valeurs de vivre ensemble et autres. C'est ce qui est dans le programme et c'est ce qui est enseigné à tous les enfants, qu'ils soient des enfants déplacés internes ou qu'ils soient des enfants qui ne se sont pas déplacés. Effectivement, la question que Ibrahima posait, justement, avec l'accueil des enfants des élèves déplacés internes dans les salles de classe, il y a un phénomène qui naît, et ce phénomène, c'est la surpopulation des classes. Parce que les normes ici, il y a un certain nombre de normes qui avaient arrêté, et les normes ont trait à la taille de la classe, faire en sorte que dans les classes, on ne dépasse pas 70, 80 élèves. Mais avec l'accueil des enfants, des élèves déplacés internes, et avec la directive du ministère qui dit que chaque établissement a l'obligation d'accepter tout élève qui se présente, cette norme-là disparaît. Donc, vous retrouvez dans les zones qui ont beaucoup accueilli les déplacés internes, vous retrouvez des salles de plus de 100 personnes. Et là, ça pose un vrai défi pédagogique. Comment faire pour pouvoir donner normalement cours dans une classe où il y a plus de 100 personnes? Il se pose donc ces problèmes d'effectifs pléthoriques. Il se pose donc ces problèmes de suivi individualisé de ces élèves. Il se pose également le problème de gestion de la salle de classe. Comment on gère une salle de classe dans laquelle on se retrouve avec des centaines d'élèves? Donc, au niveau pratique, pédagogique, il y a véritablement un problème qui s'est posé. Et la solution que l'État a trouvée, c'est de mettre dans certaines zones, de mettre 2 ou 3 enseignants dans les établissements. Parce que au même moment que les élèves quittent les établissements, les enseignants aussi quittent. Donc, il y a des enseignants qui ont été redéployés et souvent, certaines classes pléthoriques reçoivent des enseignants. Ça permet de maintenir déjà la discipline pour pouvoir commencer la chose. Parce que si les enfants ont un enseignant devant, un enseignant derrière, la discipline peut être instaurée plus facilement que quand il y a un seul enseignant pour plus de 100 élèves.
Donc, ça reste qu'il y a un véritable défi donc, au niveau pédagogique à regarder. Et probablement, je n'ai pas encore la certitude, mais je me dis que c'est possible que l'accueil des élèves déplacés internes qui rend les classes pléthoriques ait des effets sur la qualité des apprentissages. C'est possible. Et je ne peux pas le déclarer parce que je n'ai pas encore travaillé là-dessus. Et peut-être, on était en train de justement donc, de travailler là-dessus. On n'a pas de résultats. Donc, je ne me prononce pas pour dire qu'il y a des incidences ou pas, mais je me dis que probablement il y a des effets parce qu'à partir des données préliminaires qu'on a, et en écoutant un peu la réaction de bon nombre d'enseignants par rapport à la situation, les enseignants se plaignent que le travail est devenu encore plus difficile. La gestion des classes est difficile et il y en a qui se pas supporter, on se retrouve donc face à cette question. Merci Zakaria. Et nous sommes à 2 minutes de la fin. Il n'y a plus de mains levées. Ça veut dire que l'essentiel des commentaires et des questions a été posé. Et me remercier tous les participants au nom de ICAO et au nom de Marie-Nathalie Leblanc qui devait être là et qui à la dernière minute a été occupée par des 2 rendez-vous avec des autorités de Montréal. Donc c'est pourquoi elle n'est pas là et c'est pourquoi j'ai été amené à présider cette séance inaugurale des sessions des midis virtuels. Le rendez-vous prochain, ce sera le 13 octobre avec Cécile Dimanche et sa présentation va porter sur le capital esthétique et agency des femmes musulmanes à N'Djamena. Ce sera le 13 octobre à 12h45 heure de Montréal et 16h45 heure de Ouagadougou. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci Clara pour la partie technique. Merci à tous nos amis qui nous ont suivis de Montréal, d'Istanbul, de Ouagadougou et même d'Accra où je suis. En tout cas, merci et bonne soirée. Merci bien et bonne soirée à tout le monde. Merci. Okay. Clara a dit d'applaudir, donc on applaudit. Merci beaucoup, Zakaria. Merci bien, merci.